Bonjour tout le monde. Ça va bien? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que la croyance populaire fait que, ou dit que les Français ne comprennent pas l'accent canadien. Ça va? Ouais, bon, ben, je veux québécois, canadien, français, on ne se lancera pas en politique, mais c'est vrai en fait que les langues sont très, très similaires, quelques petites différences. Quelques petites différences dans les mots aussi. J'ai eu une petite surprise entre ici et mon hôtel. Il y a un restaurant qui s'appelle Les Sales Gosses. Je ne l'ai pas essayé. Si vous ne comprenez pas pourquoi je ne l'ai pas essayé, vous venez me voir après, je vous expliquerai. Bon. Donc, je ne suis pas ici pour parler de linguistique, je suis ici pour parler de mots de passe aujourd'hui. C'était une grosse journée, on a appris plein de choses. On va essayer de s'amuser un peu ici. Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi les mots de passe sont désuets, ne devraient plus être utilisés, et vous montrer quelques alternatives aux mots de passe, donc éventuellement pour vous aider à offrir autre chose à vos utilisateurs. Donc, les mots de passe à la base ont été instaurés ou développés en 1961 au MIT. Donc, ils avaient un super ordinateur. Évidemment, ils en avaient un seul, donc ils devaient trouver un moyen de pouvoir partager le temps sur l'ordinateur et éventuellement pouvoir facturer les bons départements. Donc, pour ce faire, ils ont instauré un système de mots de passe. Donc, ça, c'est en 1961. En 1962, la première brèche de mots de passe est arrivée. Donc, quelqu'un a trouvé la liste des mots de passe, l'a publié à tous, le système de facturation ne fonctionnait plus rien à faire. Et pourtant, 50 ans plus tard, on continue d'utiliser le mot de passe comme le principal mode d'authentification dans les applications. Ça me rappelle, j'utilisais Uber une fois, et je suis un peu un introverti, je n'ai pas toujours envie de discuter, et le chauffeur parlait, m'expliquait ce qu'il faisait, il venait de commencer un nouveau travail dans une clinique, me donnait le nom de la clinique, ça faisait environ 6 mois qu'il était là, me demande ce que moi je fais comme travail dans la vie. Je n'ai pas envie d'expliquer ce qu'est mon travail, mais je lui dis essentiellement, je travaille en sécurité informatique. Et il me dit, « vous êtes un sourd, hein? » C'est quoi? Il dit, « je déteste, je dois changer mon mot de passe à tous les mois, il y a toutes ces restrictions que je dois faire. » Je dis, « Oui, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne devrait jamais mettre de restrictions sur un mot de passe. » Il me dit, « Pourquoi? » Je dis, « Je parie que votre mot de passe est nom de la clinique avec une lettre majuscule, suivi par 6 parce que vous devez changer à tous les 6 mois, suivi d'un point d'exclamation. » Puis arrêtez de parler. Donc, les mots de passe. Avant d'entrer un sujet un peu à propos de moi, comme je vous ai dit, je viens du Canada, j'ai habité au Québec longtemps, je suis québécois. Donc, pour ceux qui jugent l'accent québécois. J'habite présentement à Toronto. Je travaille chez Auth0. Nous avons une solution d'authentification et de gestion de mots de passe, entre autres, mais un système d'authentification disponible en tant que service. Si vous désirez me rejoindre Twitter, toujours en meilleure place. Je suis très excité lorsque je reçois une mention sur Twitter. C'est Joël avec 2 underscore, l'or. C'est à peu près le pire handle Twitter qui existe. Mais bon, c'est celui-là. Et je suis ici pour vous parler des mots de passe et pourquoi je les déteste. Je les déteste pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le coût associé aux mots de passe. On néglige souvent, mais il y a plusieurs... Excusez, je suis incapable lorsqu'il y a une caméra. Voilà. Donc, le coût associé aux mots de passe. On néglige souvent tous les coûts qui vont avec les mots de passe ou la gestion des mots de passe. Simplement le coût du support technique relié aux mots de passe. Donc, une récente étude a été publiée qui démontre que lorsqu'une personne appelle parce qu'elle a perdu son mot de passe, appelle au support technique, c'est un coût d'environ 70 $ à chaque fois. Ce qui est peut-être pas si mal, mais lorsqu'on parle d'une banque où la clientèle n'est pas pas des utilisateurs très techniques, perdent souvent leur mot de passe et ils ont des centaines de milliers d'utilisateurs, à ce moment-là, ce coût de 70 $ à chaque fois devient énorme au bout d'une année. Voilà. Le coût d'acquisition en technologie, évidemment, si vous avez une gestion de mots de passe à faire, une chose qui est souvent négligée,
lorsque vous avez des informations sensibles, et de continuellement mettre tous vos systèmes à jour, de vous assurer que vos systèmes soient à l'épreuve des plus récentes attaques, et ainsi de suite. Souvent, en tant que développeur, ce qu'on fait, c'est qu'on développe un système, il y a des mots de passe, on fait une petite inscription, MD5, on envoie ça, fini, merci, on n'y touche plus, et on laisse ça pendant 10 ans. Mais non, il faut continuellement tout mettre à jour et s'assurer d'être à l'affût des dernières technologies, et tout ça a un coût. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes... Voilà. Et voilà, la gestion de tous ces systèmes, de tout ce parc, de toute cette infrastructure a énormément un gros coût aussi. La quantité d'enregistrements compromis, en 2017, je n'ai pas les chiffres pour 2018 encore, mais en 2017, on parle de 2,6 milliards d'enregistrements qui ont été compromis, donc des brèches de sécurité, des gens qui ont eu accès à vos mots de passe, à vos courriels, à vos informations personnelles. 2,7 milliards, c'est énorme, 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 énorme. Et ça, c'est ce qu'on connaît. Et parmi ces 2,7 milliards, il y en a environ 4% que les entreprises peuvent garantir qu'aucune information confidentielle n'a été dévoilée aux gens qui ont eu accès à cette information. Si vous voulez faire peur à quelqu'un vous demande de gérer des mots de passe, de faire une encryption, mais rapidement, vous pouvez leur montrer ce site, breachlevelindex.com. C'est horrifiant. La quantité d'informations qui est divulguée, qui est perdue par tous les utilisateurs ou qui a été dispersée lors de brèches d'informations est horrible. Au niveau de la sécurité, avec la croissance de la puissance de calcul à laquelle on a accès de nos jours, il est de plus en plus facile d'utiliser ou de découvrir des mots de passe ou vous m'excuserez, je vais passer du français à l'anglais, mais de trouver les secret keys, par exemple, dans un encodage à HMAC 256. Donc, ça devient de plus en plus facile parce qu'on a accès à toute cette puissance de calcul. Avec la croissance des médias sociaux aussi, il devient très facile de faire de l'ingénierie sociale. Encore de nos jours, beaucoup de mots de passe nous demandent des questions secrètes. Le nom de famille, le nom de jeune fille de ma mère, le nom de mon chien. Et toutes ces informations sont facilement accessibles sur Facebook, public. Donc, définitivement, en tant que développeur, faites attention, les questions secrètes, ce n'est définitivement plus un moyen qui est sécuritaire de nos jours. Et finalement, vos utilisateurs seront toujours votre maillon faible. Il n'y a rien à faire. Les utilisateurs, ça comprend un peu tout le monde ici aussi, on s'entend? Mais ce sera toujours le maillon faible de votre application, en termes de sécurité, je parle. Je ne sais pas si ça s'est rendu jusqu'ici, j'imagine. En janvier l'année dernière, janvier 2018, il y avait eu une alerte qui avait été envoyée à tous les gens, un SMS ou un système d'alerte qui a été envoyé à tous les mobiles à Hawaï, sur l'île d'Hawaï, annonçant un missile qui s'en venait. Évidemment, il y a eu panique, ça a fait tous les médias, clairement partout à travers le monde, parce que je vois les gens hocher de la tête. Donc, ils ont fait toutes sortes d'affaires. Il y a eu beaucoup d'entrevues médiatisées par la suite, dont une avec, le nom m'échappe, mais le chef des opérations d'urgence sur l'île d'Hawaï. Ce que vous voyez peut-être un peu moins dans l'image, c'est que le mot de passe est là. Et finalement, en termes d'usabilité, on utilise encore le mot de passe, et je déteste les mots de passe. 23% des utilisateurs avouent utiliser un seul mot de passe pour tous les sites. Et je suis persuadé que c'est faux, que c'est beaucoup plus haut. Qui ici utilise un seul mot de passe pour tout? Oui, il y en a quand même quelques-uns. Qui utilise deux mots de passe? Un pour tout et un pour les opérations bancaires. Déjà, il y en a un peu plus. Et ça, c'est ceux qui l'avouent. Bon. Beaucoup d'utilisateurs font ça. Il y a une raison très simple, c'est que la grosse majorité des gens utilisent beaucoup plus d'un appareil dans une journée. Ils utilisent leur téléphone cellulaire, utilisent l'ordinateur au bureau, un ordinateur à la maison, et c'est impossible de mémoriser tous les mots de passe qu'on a. Donc, les gens réutilisent le même mot de passe à chaque fois.
Et on les déteste. On les déteste pour toutes sortes de raisons. Comme j'ai dit, on a tellement de mots de passe. Lorsque j'ai joint Auth0, il y a 1 an maintenant, une des premières politiques qui doit être appliquée, c'est que chacun des membres du personnel doit utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc, j'en ai installé un, je l'ai pris hier soir. J'ai 335 différents mots de passe générés aléatoirement dans mon gestionnaire de mots de passe. Ils ont tous 25 caractères, enfin les sites qui le permettent. Aucun moyen que je peux me rappeler de 335 différents mots de passe générés aléatoirement. Il y a toujours ses limites, parfois un peu ridicules. IHG, une des plus grandes chaînes d'hôtels en Amérique du Nord, et je voyage beaucoup, donc j'ai mon programme de loyauté chez eux, ont un mot de passe de 4 chiffres. 4 chiffres. À 4 chiffres, je peux trouver le mot de passe de n'importe qui par force brute en une journée, sans problème, manuellement, sans ordinateur. Complètement ridicule. Mon compte, d'ailleurs, s'est fait hacker. J'ai perdu tous mes points de loyauté. Quelqu'un s'était réservé une chambre dans un hôtel, je ne sais plus où. Je les ai appelés. J'ai dit, bon, côté sécurité, hein. Ils disent, ah non, c'est la première fois que ça arrive. Ouais. Qui utilise un gestionnaire de mots de passe? Ah, de bonne quantité, c'est génial. Parfait. Vous avez certainement déjà entré un mot de passe dans un site web, généré aléatoirement, et vous avez un message d'erreur. Bon, minimum 8 caractères, au moins une majuscule et une minuscule. C'est là. Mais pourtant, ça ne fonctionne pas. En tant que développeur, faites attention, s'il vous plaît, testez toujours avec un gestionnaire de mots de passe pour vous assurer que votre application accepte les mots de passe générés aléatoirement. Et finalement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Donc, vous entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe habituel. Non, ça ne fonctionne pas. Mot de passe habituel avec une lettre majuscule. Non. Peut-être. Ah! Lettre majuscule, point d'exclamation. Non plus. Donc, vous pouvez aller, bon, mot de passe oublié, vous passez à travers tout le système, entrez votre adresse courriel, vous avez un lien, vous régénérez, vous pensez à un nouveau mot de passe, vous entrez votre nouveau mot de passe, confirme le mot de passe. Bon, je déteste les mots de passe, je crois que c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Première chose, utilisez les bonnes pratiques en sécurité en ce qui a trait à l'authentification et l'autorisation de vos utilisateurs. Utilisez les dernières bonnes pratiques, les pratiques modernes. OAuth est au cœur de cela, évidemment. Définitivement, si vous ne connaissez pas OAuth, c'est le temps de s'y mettre, de comprendre un peu qu'est-ce que c'est. Très rapidement, pour ceux qui seraient... Est-ce que tout le monde est familier avec OAuth? J'espère que non, parce que j'ai des slides qui l'expliquent. Okay. Très rapidement, c'est un protocole qui explique un peu comment on devrait procéder en termes d'authentification et utiliser des jetons pour authentifier un utilisateur. De façon générale et très simplifiée, on a un utilisateur qui tente de se connecter, dans ce cas-ci, à un single page application, donc à une page web. Et cette page va tenter de se connecter sur une API pour obtenir certaines informations. Donc, l'API va vérifier et valider si l'utilisateur est authentifié. S'il ne l'est pas, envoie un message d'erreur à l'utilisateur. S'il ne l'est pas, l'application va être ensuite responsable de rediriger l'utilisateur vers un serveur d'authentification. Et vraiment, ici, on parle d'une redirection complète, un 302 vers une autre page. Et c'est au gestionnaire d'authentification, au serveur d'authentification, de valider l'identité de l'utilisateur ici. Donc, ça peut être validé de différentes façons, peut être validé avec un nom d'utilisateur mot de passe ou encore par différents autres mécanismes dont on va voir dans quelques minutes. Une fois que l'utilisateur est authentifié, le serveur d'authentification va envoyer un jeton et ce jeton sera utilisé lors de la prochaine requête à l'API. L'API va pouvoir valider l'identité de l'utilisateur et ensuite renvoyer les données à l'utilisateur. Donc, ce qui est clé ici, c'est vraiment que vous avez un serveur d'authentification qui est entièrement dédié. Vous avez une place qui gère toute l'autorisation et l'authentification de vos utilisateurs. Et donc, tout est géré à une seule place. Ce qui va rendre votre vie beaucoup, beaucoup plus facile éventuellement. Et il y a plusieurs mécanismes qui sont pris en compte et qui vont vous aider auprès de la gestion du jeton. Autre chose qu'on peut faire, déléguer.
Si vous utilisez OAuth, la plupart des gros serveurs d'authentification qui sont disponibles de nos jours, Facebook, Google, Twitter et compagnie, sont tous accessibles pour vous. Et vous pouvez utiliser, en utilisant les méthodes qui sont fournies dans OAuth, vous pouvez utiliser leur serveur pour authentifier vos utilisateurs. Donc, plutôt que de créer vous-même votre système d'authentification, de demander les mots de passe à vos utilisateurs et de devoir en assurer la sécurité, vous pouvez simplement tout déléguer ce travail à Facebook, Google ou ainsi de suite. L'authentification multifacteur, bien sûr, de nos jours, c'est presque essentiel. Essayez de trouver une deuxième façon d'authentifier vos utilisateurs, donc non seulement le nom de l'utilisateur et mot de passe, mais toujours une deuxième façon. Idéalement, vous devriez toujours avoir quelque chose que vous êtes et ou quelque chose que vous avez et ou quelque chose que vous connaissez. C'est bien important d'avoir deux parmi les trois, au moins deux parmi les trois, et de ne pas utiliser deux fois le même. Quelque chose que vous connaissez deux fois est inutile. Donc, encore une fois, les questions secrètes, le nom de jeune fille de votre mère, ainsi qu'un mot de passe, sont deux choses que vous connaissez. Donc, sont tous les deux dans la même catégorie, donc ne comptent pas comme du multifacteur. Bon, il faudrait bien oublier les mots de passe. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Première chose, et j'aime bien toujours faire la parenthèse, parce que oui, ici, on est tous en tech ou en techno, et on fait attention. On a une peut-être meilleure hygiène de mots de passe que certaines personnes que vous connaissez. Donc, beaucoup de mes amis ne sont pas en tech, mes parents, évidemment, et ainsi de suite. Petit truc, au moins, qu'on peut aider pour les aider à utiliser différents mots de passe, et de toujours utiliser le même mot de passe, oui, mais d'ajouter à la fin 2 caractères qui pourraient identifier le site web sur lequel vous vous connectez. Donc, votre mot de passe pour Facebook serait tonnerre, encre, planète, FB, par exemple. Et votre mot de passe pour PayPal serait tonnerre, qu'est-ce que c'est? Tonnerre, encre, planète, PP pour PayPal. Et ainsi de suite. Donc, au moins, vous variez les mots de passe. Et si jamais un des mots de passe serait public à travers une brèche, au moins, il est beaucoup plus difficile pour un ordinateur de pouvoir accéder à vos autres comptes. Évidemment, si un humain trouve votre mot de passe, il peut probablement comprendre qu'est-ce que c'est, mais au moins, pour éviter les bots, ça l'aide. Donc, je recommande au moins à mes amis qui ne veulent pas utiliser un gestionnaire de mots de passe d'utiliser cette technique. Le gestionnaire de mots de passe, évidemment, vous êtes tous vendus, au moins la moitié des gens ici en utilisent un. Plusieurs alternatives gratuites. Moi, j'utilise 1Password. Très facile à utiliser, s'intègre très bien avec le Touch ID de mon laptop. Je le recommande fortement. Mais, comme le disait l'oncle de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous êtes des développeurs, c'est à vous de changer la façon dont on utilise les mots de passe. Ce n'est pas aux utilisateurs à avoir de meilleures pratiques ou ainsi de suite, c'est à vous de les encourager à ne pas utiliser les mots de passe. Pardonnez-moi. Donc, c'est le temps de parler de certaines alternatives. Tout d'abord, il y a un nouveau protocole disponible dans la plupart des navigateurs récents, donc Chrome et Firefox, certainement l'ont, qui s'appelle le WebAuthn API, qui a été développé conjointement avec un consortium de compagnies, dont YubiKeys. Google faisait partie du consortium et quelques autres. Donc, ils ont développé un standard FIDO qui permet d'avoir un standard d'échange de clés. Essentiellement, le YubiKey ressemble à cela, on le voit plus ou moins bien, mais c'est simplement une petite clé USB avec un bouton. Rien de plus. Et vous pouvez l'utiliser très facilement dans votre navigateur. Il y a beaucoup de code à réutiliser à chaque fois, beaucoup de boilerplate code. Essentiellement, vous avez une méthode pour générer un ensemble ou une paire de... Ah, et là, je vais chercher mes mots. Credentials. Donc, vous aurez une clé publique et privée qui va être partagée et qui va être générée par l'application. Ce qui est intéressant, c'est que la clé qui va être générée va dépendre aussi de l'URL du site web, ce qui bloque complètement toutes les attaques de phishing. Et pour valider un ensemble de credentials, encore, vous utilisez simplement la méthode get qui va pouvoir valider et qui va demander à l'utilisateur d'appuyer sur la clé et qui va valider la paire de clés publiques et privées. Voilà. J'ai quelque part ici. Voilà.
webauthn.me. Un beau site web qui montre bien comment l'utiliser. On voit bien le protocole et l'utilisation de WebAuthn dans ce cas-ci. Évidemment, c'est un site fictif. Je vais juste rafraîchir la page. C'est un site fictif, donc on ne s'authentifie pas sur rien, mais on voit quand même l'utilisation et l'échange des clés ici. Donc, ce que ça demande, le seul paramètre vraiment qu'on doit entrer, c'est le nom de l'utilisateur. Et en cliquant Register, on va créer un nouvel ensemble, une nouvelle, comme je disais, paire de clés publiques et privées. Donc, le navigateur va envoyer au serveur une requête demandée pour un challenge. Le navigateur va ensuite renvoyer ce challenge au navigateur. Et d'ici, vous pouvez utiliser soit la clé USB. J'en ai avec moi si jamais vous voulez les voir, mais je vais utiliser ici l'empreinte digitale sur mon ordinateur. Bon. Et vous voyez comme ça fonctionne bien. Je vais essayer, j'ai peut-être parlé trop longtemps. Ah, voilà. Donc, la clé générée est envoyée au serveur et le serveur va envoyer une réponse pour accepter le certificat à votre navigateur. Donc, vous avez maintenant une ID qui est associée à ce nom d'utilisateur et à cette clé en particulier. Une fois que vous vouliez authentifier un utilisateur, c'est très facile encore, vous utilisez la méthode navigator.credentials.get et vous lui passez le nom d'utilisateur qui a été enregistré, ainsi que le ID qui a été généré. Avec cette information-là, vous pouvez envoyer tout ça au serveur, qui va valider avec un challenge, qui va me demander d'authentifier avec mon empreinte digitale, et qui renvoie le tout au serveur, qui valide et qui nous dit que le login a été successful. Bon, enfin, que ça marche. Ça fonctionne. Donc, très facile à utiliser. Donc, c'est une méthode qui de plus en plus a un peu de traction, mais c'est certain que ce n'est pas à la portée de tous. Ça prend soit un ordinateur qui possède le Touch ID ou l'empreinte digitale, ou encore la clé comme telle, la clé YubiKey. Google en produit une, il y en a plusieurs maintenant, plusieurs manufacturiers, mais ça demande quand même une clé. Et si on perd la clé, bon, on perd l'accès au site web. Ce qui est bien quand même, c'est qu'on peut réutiliser la même clé sur tous les différents sites web. On peut s'en servir comme authentification, comme multifacteur ou comme second facteur d'authentification aussi. Donc, définitivement, en tant que développeur, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil et voir si ça fonctionne. Les biométriques, on les voit de plus en plus. Reconnaissance faciale, empreinte digitale, évidemment, on vient de le voir un peu. Assez intéressant. Essentiellement, la reconnaissance faciale, on l'associe souvent à l'intelligence artificielle, machine learning, ce qui n'est pas le cas habituellement. C'est un problème qui a été résolu depuis les années 70 jusqu'à un certain niveau. Maintenant, avec la puissance de calcul, encore une fois, ça devient de plus en plus facile à reconnaître un visage. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un gradient dans la différence des couleurs de chaque angle. On va réussir à tracer un visage. Dans ce cas-ci, c'est bon, un chat parce que c'est un peu plus simple. Et ensuite, on peut dessiner ou identifier certains points dans le visage. Lorsqu'on fait l'authentification d'un visage humain, habituellement, on cherche entre 68 et 112 différents points dépendant de l'algorithme qui est utilisé. Dans le cas d'un chat, un peu plus simple, on a 9 points. Ce qu'on détecte ici, souvent, c'est la différence entre le ratio entre les différentes longueurs ici. Donc, le ratio entre l'espace entre les deux yeux et le front du chat à droite est beaucoup plus grand que celui de gauche, donc on peut identifier quel chat est devant l'ordinateur. Voyons voir si ça fonctionne. Il existe une plateforme très intéressante, VoiceIT, qui vous permet d'utiliser la reconnaissance faciale via un API REST. Je l'ai quelque part. Voilà. Donc, évidemment, la première étape, c'est de créer un modèle. Donc, on commence par s'inscrire. Je l'ai fait juste avant la présentation.
Et ensuite, on peut simplement faire une vérification. Je ne sais pas s'il va y avoir assez de lumière, peut-être. Et voilà, donc on peut m'authentifier. Donc ça fonctionne quand même bien. Pour vous prouver que ça fonctionne, en fait, je vais... Donne-moi juste un instant. C'est pas très bien, mais... Et voilà, donc ça fonctionne. Bon. Donc, on voit qu'on peut, vraiment, ça fait une détection du visage. En mettant les lunettes, évidemment, j'ai changé les différents ratios dans mon visage. J'avais un plus gros nez, donc ça modifiait les ratios, ce qui fait en sorte que le système ne pouvait plus m'authentifier. Pour la petite histoire, j'ai toujours mes lunettes d'espion dans ma valise. Et lorsque je voyage à travers les États-Unis, souvent, la TSA fait des vérifications de surprise de nos valises. Et puis la première chose qui était sur ma valise, c'était ma paire de lunettes d'espion, avec une petite note à côté qui avait fait une inspection surprise. Je trouve, non. Bon, moi j'ai trouvé très drôle. Bon. Ce qu'il faut faire attention lorsqu'on fait reconnaissance faciale, c'est de s'assurer qu'une photo ne peut pas être utilisée pour faire l'authentification. Donc si je prends une petite seconde pour prendre un selfie, et que j'essaie de m'authentifier, voilà, et ça fonctionne. Donc, ce qui n'est pas nécessairement désiré. Il faut faire très attention à ça. VoiceIt ont des mécanismes en place. Et je connais les gens les gens de la start-up. Ce qui est assez drôle, parce que les premières fois que je faisais ce démo, ils m'appelaient par la suite. Ils disaient, je crois que quelqu'un a essayé d'entrer dans ton compte. Je dis, non, c'est moi. Ce qu'ils ont mis en place, c'est simplement une vérification à s'assurer que la personne elle est bel et bien vivante ou un humain. Donc, il va demander de faire certaines choses comme sourire, regarder à droite, regarder à gauche, et ainsi de suite. Donc, si vous faites une reconnaissance faciale et que vous n'utilisez pas un API, c'est quelque chose à tenir en ligne de compte, quelque chose que vous devez vous assurer de mettre en place aussi. Ce qui est intéressant aussi, je vais y revenir, mais on a un taux de confidence ici. On ne voit pas très bien, mais ça m'a reconnu la dernière fois, en fait, avec ma photo. Donc, j'avais un taux de confidence à 85 grosso modo. Donc, ça nous donne un certain taux de confidence. Donc, avec ça, on peut jauger, on peut décider de faire différentes opérations. Donc, on peut utiliser facilement la reconnaissance faciale pour faire une première étape, mais ensuite demander pour plus d'informations pour s'assurer l'authenticité de l'utilisateur. Donc, la biométrique, ça fonctionne quand même bien de façon générale. C'est très facile à utiliser aussi. Très peu de friction pour les utilisateurs. Petit bémol, il faut faire attention pour ne jamais perdre l'information que vous avez par contre. Donc, si vous stockez de l'information comme des empreintes digitales, assurez-vous de bien encrypter ces données. Parce que, alors qu'il est facile de changer de mot de passe une fois de temps en temps, il est très difficile de changer d'empreinte digitale une fois de temps en temps. Donc, une fois que c'est compromis, il n'y a plus rien à faire. Mais c'est quand même bien, c'est beaucoup plus difficile à hacker, et si on a accès à de l'information, ou c'est très difficile d'avoir accès à des empreintes digitales, on peut toujours aller couper le doigt de quelqu'un, mais c'est très difficile de le faire à plusieurs personnes à la fois. Donc. Finalement, les liens magiques, je trouve qu'ils sont souvent sous-estimés, qu'on devrait tous le permettre dans nos applications. Il s'agit définitivement, à mon avis, de la façon la plus facile de s'authentifier. Donc, vous l'avez probablement déjà vu dans Slack. Tout le monde utilise Slack, j'imagine, une bonne partie. Donc, vous avez cette option lorsque vous entrez dans un nouveau Slack, de se faire envoyer un lien. Vous allez recevoir le lien par courriel et vous pouvez cliquer dessus pour vous authentifier dans l'application. J'ai vu récemment qu'Amazon l'a implémenté aussi, j'étais plutôt content. J'étais dans un hôtel, je n'avais pas nécessairement mon gestionnaire de mots de passe avec moi et j'avais absolument besoin de commander quelque chose. Et heureusement, je pouvais me faire envoyer le lien magique dans mon courriel
pour pouvoir m'authentifier. Le lien magique comme tel, dans le contexte d'une application ou d'un serveur OAuth, encore une fois, très facile à implémenter. Vous avez votre serveur d'authentification. Dans ce cas-ci, c'est un serveur Node. Donc, je me construis, lorsque le client m'envoie son adresse courriel, je génère un nouveau chiffre aléatoire, un nouveau, je l'appelle lien magique dans ce cas-ci. Je le store dans ma base de données, qui est simplement en mémoire ici. Très important, il faut expirer les liens après un certain temps, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec toutes les combinaisons possibles qui vont permettre de se loguer dans l'application. Donc, il faut toujours expirer les liens magiques après un certain temps. Et enfin, je prépare mon courriel ici. Tout ce que je fais, c'est à qui j'envoie le courriel, et ainsi de suite. Donc, l'adresse email qui m'a été envoyée. Et je renvoie le lien avec le mot de passe ou le lien magique ici, à l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur le lien, ça va faire une requête de type GET à mon serveur d'authentification toujours. Dans ce cas-ci, à /login/magiclink. Ici, je vais vérifier si le lien existe, s'il est bel et bien dans ma base de données. Si oui, je vais le détruire. Très important aussi, vous devez vous assurer que le lien ne sera pas utilisable une deuxième fois, pour les mêmes raisons encore. Et si l'utilisateur est bel et bien trouvé dans la base de données, je vais tout simplement générer un jeton. Dans ce cas-ci, j'utilise un JSON Web Token. Donc, je le génère ici avec quelques informations relatives à l'utilisateur qui tente de se connecter. Et finalement, je redirige l'utilisateur. Donc, de ce point de vue ici, je suis dans mon serveur d'authentification. Je redirige mon utilisateur vers le site Web. Donc, très, très, très facile à utiliser. Si on regarde ce que ça donne, rapidement. Donc, j'ai cette petite application. 2 boutons. La première génère des headlines aléatoires. Donc, celui-ci est public. Le deuxième génère le même type de choses, mais avec moi au lieu, en tant que personne. Mais comme je ne suis pas authentifié, je n'ai pas accès à cette ressource sur l'API. Donc, ce que je vais faire login, me l'envoyer par courriel. Vous allez tous voir les courriels auxquels je n'ai pas répondu aujourd'hui. Voilà. Je reçois mon lien magique. Encore une fois, comme vous voyez, vous ne le voyez pas, mais c'est mon serveur d'authentification ici. Donc, en cliquant sur le lien, je suis dirigé vers mon serveur d'authentification qui valide que c'est bel et bien un bon lien magique et me redirige vers mon application avec mon jeton, mon JSON Web Token dans ce cas-ci, qui est juste ici. Si vous voulez en savoir plus sur OAuth et les JSON Web Tokens ou les jetons d'authentification, j'ai un lien vers un talk à la fin, donc je vais vous le montrer. Une fois que j'ai ce jeton, je peux l'utiliser et l'envoyer dans mes requêtes à mon API. Et maintenant, le serveur va me donner la donnée pour laquelle j'ai demandé. Il y a une seule personne qui rit, c'est parce que ce n'est pas assez gros. Hein? Non, ça va. Okay. Comme je disais, c'est bien important d'expirer les liens magiques après un certain temps. Aussi, de s'assurer que les utilisateurs ne peuvent pas l'utiliser plus d'une fois. Donc, s'ils tentent de réutiliser une deuxième fois, dans ce cas-ci, je retourne une erreur 400. Et c'est surtout parce que j'adore l'image, donc c'est tout. Donc, les liens magiques, très, très, très faciles à implémenter. Je vous ai montré un exemple. Bon, peut-être pas le meilleur exemple, peut-être pas prêt pour la production. Évidemment, la base de données requiert un peu de travail dans ce cas-ci, mais très, très simple. En une centaine de lignes de code, vous aviez un serveur d'authentification qui vous permettait de faire l'authentification par lien magique. Non seulement ça, mais qui n'a plus besoin de s'occuper de l'encryption et de la gestion des mots de passe des utilisateurs. Donc, la seule chose que vous avez à garder, c'est de s'assurer que l'adresse courriel est bel et bien valide. L'adresse mail, pardon, courriel. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans le futur, évidemment? On voit de plus en plus d'efforts pour diminuer l'utilisation des mots de passe parce que de plus en plus, les gens commencent à voir que, bon, enfin, que c'est dangereux, que c'est de moins en moins utile. Et ce qu'on peut voir de plus en plus, ce qui est utilisé de plus en plus, c'est en utilisant toutes sortes d'algorithmes de machine learning, entre autres.
et aussi la reconnaissance faciale et différentes choses comme ça, c'est qu'on a un certain taux de confidence. Donc, ce n'est plus nécessairement noir ou blanc, est-ce que l'utilisateur est authentifié ou non. Et ça donne accès à des choses très intéressantes. Amazon l'a mis sur pied, d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais vous pouvez aller sur le site web, regarder un peu les choses. Vous avez, bienvenue Joël Laure, vous tentez de commander pour mon code postal et ainsi de suite. Donc, me reconnaît, m'authentifie, du moins partiellement, jusqu'à ce que j'essaie de commander un item. Et au moment où j'arrive pour payer, me redemande une deuxième authentification pour valider mon identité. Donc, il utilise un certain taux de confidence, à savoir est-ce que je suis bel et bien Joël ou est-ce qu'il croit ou tente de deviner qui je suis, pour me donner accès à des informations qui sont plus ou moins sensibles. Par la suite, lorsque j'essaie de faire une opération un peu plus sérieuse, comme commander un item, c'est à ce moment qu'il va me demander une deuxième authentification. Donc, idéalement, on va voir de plus en plus de choses comme ça. Comme je vous montrais tantôt, dans le cas de la reconnaissance faciale, j'avais quelque chose autour de 80%. Donc, peut-être que si on est par exemple, une institution bancaire, peut-être que 80% c'est assez pour donner accès au solde dans un compte, mais probablement pas assez pour donner accès à un retrait. Donc, on peut essayer de mettre d'autres modes d'authentification dans l'application pour assurer d'avoir le plus près de 100% pour ensuite donner accès aux utilisateurs à certaines fonctions qui sont réservées aux utilisateurs authentifiés. Je vous laisse avec quelques liens intéressants. La présentation sur OAuth et OpenID Connect dont je vous parlais, par humblement vôtre. Donc, disponible ici. Si vous voulez plus d'informations sur, j'ai parlé rapidement de qu'est-ce que c'est qu'un jeton, mais je ne suis pas allé dans les détails. jwt.io, très bon site web pour avoir plus d'informations, pour décoder aussi qu'est-ce qui se passe au niveau des jetons. WebAuthn, si vous voulez plus d'informations, ainsi que le démo que j'ai montré disponible là. Et VoiceIT, je vous ai montré une partie du démo. J'ai aussi un blog qui a été fait pour comment l'utiliser comme deuxième méthode d'authentification à travers Auth0. Donc, article intéressant. Tous les liens sont disponibles sur passwordless.tech et devraient être tweetés dans les prochaines minutes. Et c'est tout. Merci beaucoup.